je vois des têtes connues. Donc aujourd'hui, moi, je vais, comme les autres ont introduit le thème, je vais vraiment m'intéresser à ce qu'on appelle la stratégie d'influence. Donc je vais faire un petit résumé de ce que les sujets dont je vais aborder aujourd'hui. Donc d'abord une introduction sur qui je suis et pourquoi je suis devant vous ce soir. Ensuite, je pense que c'est important d'aborder l'aspect stratégie de communication digitale et vraiment définir ce qu'on entend par là. Ensuite, je plongerai vraiment dans le sujet en parlant donc, de cette notion d'influenceur et de leur pouvoir de prescription, de la façon ensuite dont les marques et les influenceurs collaborent entre elles. Aujourd'hui, une notion qu'on entend de plus en plus, c'est aussi le terme de micro-influenceur. Donc, je comparerai les notions de macro versus micro-influenceur. Pour ceux d'entre vous que ça peut intéresser, j'aborderai la notion de comment collaborer avec un influenceur. Et je terminerai par rapidement une notion qui est importante à mes yeux, qui est le User Generated Content. Alors il faut savoir que c'est quand même l'influence et les stratégies d'influence est un sujet quand même très complexe, qu'un quart d'heure c'est court. Donc heureusement que les autres intervenants aussi ont déjà cadré le sujet. Mais vous allez le voir quand je vais vous en parler, c'est pas aussi simple toujours que ça en a l'air. Donc, comme je vous disais, je commence par une brève introduction de qui je suis. Donc, je m'appelle Sophie, je suis diplômée ingénieure de gestion d'HEC Liège. Donc, j'ai eu mon diplôme en 2005. J'ai ensuite poursuivi par une formation complémentaire en relations presse, puisque j'ai toujours été intéressée par le monde des médias et des nouvelles technologies de communication. J'ai lancé mon blog en 2007, donc, qui s'appelle Alerte à Liège. Donc, à l'époque, il faut savoir qu'il y a 10 ans, il fête ses 10 ans au début octobre. C'était le néant niveau blog. C'était vraiment le premier blog mode en Belgique francophone. Donc ça m'a permis de voir l'évolution depuis ces 10 années. Comme un peu Delphine disait aussi, c'est un monde d'évolution qui s'est produit depuis. Donc le blog, c'est un blog lifestyle qui parle mode, beauté, voyage, food. Alors juste pour donner un historique et une ligne du temps, c'est vraiment à partir de 2010, ou en tout cas en Belgique mais aussi à l'international, les blogueurs ont commencé à intéresser les marques et on peut vraiment parler de cette stratégie d'influence digitale. Alors de mon côté, donc j'ai le blog, mais je suis aussi consultante en stratégie digitale et je collabore avec des marques telles que Zadie et Voltaire, Primark, Bruxelles Airlines et d'autres. Alors aussi, ce qui est important, et ça je rejoindrai ce que Marie disait tout à l'heure, je veux aussi beaucoup parler de marques plutôt que de créateurs, mais comme Marie disait, on duplique aisément ce que font les marques, les bonnes pratiques que font les grosses marques même internationales, peut à petite échelle s'adapter aux créateurs. Donc il faut toujours bien transposer cette notion-là. Donc comme je vous disais, pour moi c'est important aujourd'hui, vu la thématique, de vraiment recadrer cette notion d'influence et de bien préciser que les réseaux sociaux et les stratégies d'influence ne représentent vraiment deux pans de la stratégie de communication digitale. Donc pour toute marque, comme pour tout créateur, à mes yeux, il est important en amont de concevoir et de définir une stratégie de communication digitale 360. Alors, qu'est-ce qu'on entend par stratégie digitale 360? Ça veut dire une stratégie cohérente sur tous les supports en ligne. Donc, que ce soit newsletter, réseaux sociaux, sites, il faut, dans l'absolu, même les grandes marques n'y arrivent pas toujours, que ce soit cohérent. Et cette stratégie digitale doit forcément être intégrée à la stratégie de communication globale, qui elle-même est au service de la stratégie générale de l'entreprise. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les réseaux sociaux, aujourd'hui, en 2017, se sont professionnalisés. Et même si on est une petite marque, si on veut des résultats, si on veut performer, ça ne doit pas être fait à la va-vite, avec, entre guillemets, un bout de scotch, 3 bricoles. Non, ça demande une vraie réflexion, ça demande de se poser, ça demande comme je l'ai dit, donc en second point du slide, de définir des objectifs. Pourquoi on veut être présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pour gagner en notoriété? Est-ce que c'est pour améliorer l'image de la marque? Est-ce que c'est pour créer un service client plus performant? Ou est-ce, comme la thématique aussi où je vais aborder aujourd'hui, de développer les ventes? Il faut le savoir. Pourquoi on veut absolument y être? Et du coup, on va établir un plan d'action. Donc en fonction des objectifs, quels sont les réseaux sociaux que je vais privilégier? Donc on définit ça, que ce soit si on est mono-entrepreneur seul ou avec une équipe. Ensuite, c'est évaluer les coûts. C'est ça aussi, on a l'impression que d'être sur les réseaux sociaux, ça ne coûte rien. Non, c'est faux. Ça demande du temps, ça demande des moyens. Donc, il faut chiffrer au maximum les coûts financiers, humains et organisationnels. Et finalement, quand on se fixe des objectifs, l'idée aussi, c'est d'après mesurer, c'est de monitorer est-ce qu'on arrive à atteindre ces objectifs et donc de fixer des critères pour voir et analyser les performances. Donc ça, pour moi, c'est très général, mais c'est important de le rappeler.
Donc maintenant, on va entrer dans le cœur du sujet à mes yeux. Donc c'est vraiment cet aspect d'influence et stratégie d'influence. Donc moi, j'aime beaucoup cette approche du directeur de chez Coach, donc David Duplantis, qui explique: nous voyons les blogueurs comme des rédacteurs, des influenceurs et des entrepreneurs qui atteignent une audience unique et très spécifique. Donc naïvement, qu'est-ce qu'on comprend avec cette phrase-là? C'est pourquoi les marques s'intéressent aux influenceurs. C'est tout naturellement pour leur audience. C'est pour l'audience qu'elles sont parvenues à créer. Et donc c'est de là qu'en découle cette notion de stratégie d'influence. Qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est diffuser de l'information par le biais de personnes influentes sur le web ou sur les réseaux sociaux, et ainsi bénéficier de cette audience, de leur pouvoir de prescription, dans le but d'améliorer la visibilité d'une marque, d'accroître sa désirabilité, de développer ses ventes et de s'insérer dans le quotidien de ses cibles. Donc voilà, à mes yeux, sur quoi repose la grande thématique de ce soir. Donc du coup, pour parler plus pratico-pratique, concrètement, comment est-ce que les marques et les influenceurs travaillent? Donc il y a deux grandes approches. Il y a une approche qu'on va dire gratuite, donc qui est le sampling, le gifting. Donc comment ça se passe? Une marque va mettre, ou un créateur va mettre à disposition, donc va offrir un produit ou un service à un influenceur, en sachant qu'il n'aura aucune obligation d'en parler ou d'en vanter exclusivement les qualités. Donc quel est le risque quand on fait ça? C'est qu'on se retrouve à des interlocuteurs, donc des influenceurs qui sont très sollicités. Donc forcément, on risque de ne pas avoir le nombre de publications espérées. Donc c'est pour ça qu'on entre dans un autre type de collaboration. C'est les collaborations paid, donc rémunérées. Donc quand est-ce que c'est judicieux pour une marque de payer un influenceur? C'est le jour où elle veut des retours garantis. Donc ça peut être, je veux que ce jour-là tu postes à telle heure, ce poste-là, je veux valider ton contenu, je veux dupliquer cette stratégie-là avec 4 influenceurs en même temps. Là c'est normal qu'à partir du moment où il y a des contraintes, où l'influenceur est soumis à la pression de poster, ce jour-là on entrera dans une relation payante. Donc il faut vraiment distinguer ces deux approches-là. Alors forcément, à partir du moment où on parle de collaboration avec les influenceurs, c'est important de savoir le public qu'on a en face de soi, donc qui sont ces influenceurs. Et donc là, c'est important à mes yeux de les classer selon le nombre de followers. Donc on va parler, là je suis en nombre de followers sur Instagram, donc on va parler de célébrité à partir de quelqu'un qui a plus d'1 million de followers, de macro-influenceurs quand on est entre 500 000 et 1 million de followers, middle influenceurs 100 000. Alors parfois les deux catégories se regroupent, on parle de macro pour les deux catégories du milieu. Et enfin les micro-influenceurs, donc qui sont une plus petite communauté de 1000 parfois à 100 000 followers. Et là, comme je vous le disais en introduction, c'est une notion qui se développe de plus en plus et qui attire de plus en plus les marques, et on verra après pourquoi. Alors, en général, quand on est une grosse marque, ou même un petit créateur, a toujours l'espoir de dire « Ah, moi je veux travailler avec un macro-influenceur, moi je veux que Garance Doré fasse un post sur moi, je veux que Chiara Ferragni poste mon produit ». Alors, je vais vous montrer que la réalité, elle est déjà tout autre. Donc, pour un client, qui était une grosse marque internationale de prêt-à-porter, on voulait faire une OP avec une très très grosse blogueuse aux États-Unis. Elle est suivie par 1,9 million de followers, donc c'était pour le Black Friday. On voulait lui offrir des vêtements et qu'en plus elle poste sa sélection de pièces préférées pour le Black Friday avec un code de réduction pour ses lectrices. Comme vous voyez aujourd'hui, les grosses blogueuses américaines ou même internationales forcément ont des agents. Alors c'est un peu petit, mais bon, je vais vous lire la réponse. Donc concrètement, forcément, l'agent me dit bonjour, on est enchanté. Voici notre média kit directement. Donc vraiment le kit avec ses prix pour telle et telle prestation. Donc il faut savoir que pour collaborer avec elle, qui est très connue, c'est sûr que dans la salle, si vous aimez les influenceurs, il y en a beaucoup parmi vous qui la suivent. Le minimum pour collaborer avec elle, c'est 75 000 $. Même en étant, comme je vous dis, une marque internationale, ça fait mal quand même, ça pèse lourd. Donc là, c'est pour l'avoir elle et vraiment avoir une story sur le blog en question avec elle qui chapeaute l'histoire. Maintenant, on peut travailler avec son équipe, puisque son équipe aussi rédige sur le blog en question, mais là, il faut quand même compter 30 000 $. Et si on veut simplement un post Instagram, c'est minimum 10 000 $. Donc forcément, quand on vous dit c'est pas facile de travailler avec un macro-influenceur, c'est pour toutes ces raisons-là, parce que quelle marque, à part même, comme je vous dis, déjà une très grosse marque ne peut pas forcément se l'offrir, quel petit créateur a les moyens de travailler avec un tel influenceur? Alors on peut forcément avoir un coup de chance, on peut envoyer un produit, ça peut marcher, on peut envoyer un produit à quelqu'un de très connu qui le portera, mais
aujourd'hui, en 2017, business is business, c'est très rare quand même que ça se passe comme ça. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est ce que Marie abordait aussi un petit peu dans son intro, c'est qu'aujourd'hui, les micro-influenceurs intéressent de plus en plus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on compare la taille de l'audience versus la pertinence de l'audience. Donc, on se dit, bah, dans le fond, si je travaillais avec plusieurs petits influenceurs, ça aurait certainement autant d'impact que de travailler avec un macro. Et ce n'est pas faux. Donc du coup, les marques s'intéressent de plus en plus à des gens qui ont des plus petites communautés, mais plus pertinentes. Et pourquoi? Parce qu'ils ont un meilleur taux d'engagement, donc leur communauté les suit, elles commentent, elles adhèrent à ce qui se dit. Donc forcément, pour une marque, ce sera très important d'être prescrit par ce type de personnes. Elles ont toujours une image d'authenticité, donc leurs followers les trouvent toujours et crédibles, donc ont confiance en ce qu'ils disent, mais aussi pensent qu'ils ont peut-être une approche moins business et que s'ils parlent de leur produit, c'est qu'ils l'aiment vraiment. Ils sont aussi forcément plus accessibles. Quand on contacte un micro-influenceur, qu'on soit follower ou une marque, ce ne sera pas son agent qui va répondre et c'est sûr qu'on aura un contact plus direct avec lui. Et forcément, on a un bon retour sur investissement. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand on sait qu'on paye un post Instagram 10 000 $ pour un macro-influenceur, on peut en avoir beaucoup des posts pour un micro-influenceur avec ce budget-là. Donc forcément, le ROI sera meilleur. Alors maintenant, les désavantages de collaborer avec un micro-influenceur, il y en a quelques-uns, c'est les difficultés de les identifier. Quand on est une marque, qu'on est novice dans le domaine, ce sera plus facile d'identifier des influenceurs avec une plus petite communauté, donc forcément on parle moins. Donc ça demande un travail de recherche et ça demande vraiment, comme je disais, d'avoir une stratégie derrière et aussi d'identifier pourquoi on choisit qui et quand. Et l'autre difficulté, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est de collaborer avec plusieurs micro-influenceurs simultanément pour accroître la portée du message et le potentiel d'audience. Donc du coup, forcément, ça demande plus de temps que de travailler avec 3 gros influenceurs à qui on enverra 3 mails à un agent, avec qui ça roule, avec qui les contrats sont déjà faits, etc. Donc voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment une notion, si vous lisez sur le sujet, qui intéresse de plus en plus les marques. Alors du coup, parmi vous, peut-être que certains ont déjà eu envie de collaborer avec des influenceurs si vous êtes créateur ou avez votre marque. Alors j'aime bien cette approche du directeur de l'agence 1969, qui est une agence de communication digitale. Alors il explique, parce qu'il est impossible d'acheter l'attachement des blogueurs à une marque, il est nécessaire de les impliquer dans la production de contenu. Il ne s'agit pas de leur offrir des cadeaux ou autres incitations dont ils sont submergés, mais de leur faire vivre des expériences uniques qui les surprennent, les touchent, au point de les convaincre d'écrire une publication à ce sujet. Et ça, pour moi, c'est vrai que même en étant blogueur, c'est quelque chose qui me parle. L'idée, c'est pour créer un lien durable avec une marque, c'est que la marque nous plonge dans ce qu'elle a de plus unique. C'est pas forcément faire des cadeaux à gogo, mais simplement participer à un événement, à visiter les ateliers, à rencontrer le directeur artistique, voilà, c'est tout. Forcément, la rémunération aussi en fait partie, mais c'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est vraiment créer une relation, de marquer l'esprit de l'influenceur pour qu'il ait une approche positive avec la marque et que cette approche dure sur la durée. J'ai à mes yeux balayé le sujet très rapidement, mais de tout ce qui était influence et influenceur. Et donc le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le User Generated Content, qui est une notion à mes yeux très importante aussi. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est rendre un client lambda, donc nous tous, ambassadeur de la marque. Donc comment? En fait, la marque va faire en sorte de fédérer sa communauté et inciter la création de contenu. Alors on le voit dans beaucoup de marques, chez Levi's, chez Chloé, chez Maje, chez Berskastel. Donc concrètement, ils vont inciter leurs clients à se poster avec les produits de la marque. Et donc ce contenu, une fois qu'il est bien fait, eux le repostent sur leur plateforme pour créer une émulation en fait et faire en sorte que d'autres utilisateurs aient envie de poster. Et ça, c'est du contenu gratuit. Et dans le fond, tout le monde devient ambassadeur. La marque, ça demande quand même une stratégie de monitorer le contenu, d'avoir les autorisations de poster, etc. Mais ça peut être aussi quelque chose à garder au coin de sa tête quand on est créateur, en tout cas ne pas négliger, c'est de se dire il faut que mes clients deviennent ambassadeurs, puisque c'est quelque chose qui ne demande pas une grosse mise en place et qui ne coûte pas très cher non plus. Et ça, les marques, en tout cas, l'ont bien compris. Donc voilà, pour ma présentation est terminée. Alors je ne sais pas si on passe à des questions-réponses maintenant ou si on fera ça pendant le débat. Donc voilà, écoutez, donc je serai à votre dispo pour répondre à toutes vos questions après. Merci.